Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicole Ewek et tu écoutes We Talk, le podcast qui transforme l'échec en réussite. Pourquoi un thème sur l'échec ? Tout simplement parce que j'ai fait un constat, c'est qu'en France, on n'a pas droit à l'erreur. Et pourtant, aux États-Unis ou en Angleterre, c'est un concept qui est complètement vulgarisé. Échouer, cela veut dire que l'on a osé. Et quoi de plus beau que d'oser dans sa vie ? C'est la raison pour laquelle, avec We Talk, j'ai décidé de prendre un petit peu les choses à rebours. Je donne la parole à des personnes au parcours atypique et authentique qui viennent dire fièrement comment ils ont transformé les erreurs, les échecs, les défis de leur vie en opportunités pour réussir. Puisque c'est quoi la réussite ? On s'interroge ici à We Talk. Si ce n'est le fait de se relever quand on est tombé et de rester en mouvement quoi qu'il arrive. Cet épisode de We Talk est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube pour la version filmée et bien sûr, rejoignez la communauté We Talk sur Instagram, sur LinkedIn et sur TikTok. Mon invité du jour, c'est une femme qui est admirée par beaucoup de personnes et par moi aussi. On a un parcours un peu, on va dire, à l'opposé, mais déjà, merci Nguer Sarr d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, je suis ravie d'être là. Mais vraiment, je suis ravie parce que c'est une consoeur de podcast, même si elle a arrêté le sien. Comment te sens-tu, Nguer ? Écoute, je suis très bien accueillie, très bien. Je me sens bien, prête à partager. C'est une safe place. C'est ça. Alors, à We Talk, j'ai un petit rituel de passage. C'est qu'au départ, je présente mon invité au travers d'un conte que j'ai écrit rien que pour eux. Oh my God, c'est trop mignon. C'est vrai. J'adore les contes. Moi, J'adore. Je suis encore, c'est la petite fille à l'intérieur de moi, tu sais, l'enfant intérieur qui a dit tu vas faire le conte. J'adore. Voilà, est-ce que tu es prête à écouter ton conte ? Je suis prête, mais par contre, moi, je suis très sensible. Hein. Il fallait me dire, j'allais prendre des mouchoirs. Vas-y. Il était une fois une femme lumineuse, une force tranquille qui semblait avoir entre ses mains toutes les clés du succès. Nguer Sarr est fille d'immigrés sénégalais. Elle a grandi en région parisienne, dans un environnement où l'excellence n'est pas une option, mais une évidence. Dès son plus jeune âge, elle a su incarner cette promesse de réussite chère à ses parents. Enfant sage, brillante, elle coche toutes les cases. Première de la classe prépa, elle intègre ensuite l'une des plus prestigieuses écoles de commerce d'Europe. Tout semblait écrit d'avance. Là où tant d'autres se heurtent à des plafonds de verre, Nguer avance comme portée par un vent favorable. À la fin de ses études, elle est repérée par un grand groupe de médias. Rapidement, son destin l'emmène au-delà des frontières. 11 pays africains, 11 marchés à conquérir, 11 histoires à bâtir. Sur le papier, tout est parfait. Sa vie est celle que beaucoup envient. Mais dans son esprit, c'est une toute autre histoire. Un voile léger au début s'installe, puis s'épaissit, étouffant progressivement l'éclat de son enthousiasme. Ce voile, c'est le doute, la fatigue, la perte de sens. Nguer sombre imperceptiblement jour après jour. Le travail ne lui apporte plus aucune satisfaction. Les défis d'hier ne lui parlent plus. Et un matin, le voile devient si lourd qu'il l'empêche de se lever. Le burn-out, cette explosion silencieuse qui la fige, la vide, la blesse. Elle quitte tout. Elle sait qu'elle ne peut plus continuer ainsi. Mais où aller ? Comment retrouver ce qu'elle a perdu si elle l'a jamais vraiment eu ? Alors commence une quête de soi, de sens. Nguer se plonge dans la thérapie, explore ses blessures, interroge ses certitudes. Est-elle ingrate face à cette vie qui semblait si pleine de promesses ? Ou bien y a-t-il quelque chose de fondamentalement désaccordé en elle ? Les réponses ne viennent pas seules. Elle commence à interroger son entourage, collègues, amis, entrepreneurs, et elle découvre, presque avec soulagement, qu'elle n'est pas seule. Son malaise est partagé par d'autres, nombreux qui, derrière le vernis de la réussite, ressentent le même vide, le même flottement. C'est le début d'un éveil, mais pas encore celui qui la libérera. Puis vient ce voyage au Burundi, un pays lointain, une terre où elle espère trouver ce qui lui manque. Là-bas, au milieu des collines et des rivières, elle observe les paysannes, ces femmes qui arpentent la terre, un panier d'osier sur la tête, recouvert d'un tissu qu'elles appellent le gatémari. Intriguée, Nguer leur demande ce que cela veut dire. Gatémari, lui disent-elles, c'est le couvercle qui protège notre trésor le plus précieux. Ce trésor, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le succès aux yeux des autres, c'est notre richesse intérieure, notre vraie réussite. Cette rencontre change tout. Pour Nguer, c'est une révélation. Elle comprend enfin que ce qu'elle cherche ne se trouve pas dans les titres ou les accomplissements visibles, mais dans ce qu'elle porte en elle, au plus profond de son être. Ce trésor, son gatémari, est la clé de sa véritable réussite. Alors elle décide de partager cette quête avec le monde. Son podcast, sa thérapie, portera ce nom, Gatémari. Elle y donnera la parole à ceux qui, comme elle, ont cherché à trouver le trésor intérieur. Ont-ils eux aussi trouvé leur gatémari ? Une chose est certaine,
Gersar, elle, a trouvé le sien. Elle a réussi à transformer l'une des épreuves de sa vie en une force puissante. C'est une invitation pour nous tous à explorer ce qui en nous brille au-delà des apparences. T'es forte, hein. Bravo, mais t'es une bonne, on dit comtesse. Conteuse. Je suis une griotte. Ah, je suis une griotte, moi. T'es trop forte. J'ai trop aimé. Enfin, c'est trop. Enfin, ça fait un peu pompeux de dire j'ai trop aimé que tu me racontes. Mais écoute, c'était très chouette. Toi, hein, non, vraiment, tu as Enfin, je saurais jamais faire ce que tu fais, quoi. Ah oui. L'intonation, moi, c'est génial. J'adore les contes. Moi, j'adore les contes. Tu le fais trop bien. Oh. Non, vraiment. Bon, bah, moi, je t'ai raconté avec mes mots. Toi, Ger, qu'est-ce que tu dis de toi? Après ça, qu'est-ce que je peux dire? Écoute, tu as tout dit, hein, je me lève, je m'en vais. Qu'est-ce que je dis de moi? Du coup, je vais pas me présenter par des titres, pour le coup. Oui. Tu vois, qu'est-ce que je dis de moi? Aujourd'hui, je me présenterai comme une... j'aime bien dire une créatrice de liens. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui me porte, en fait, de connecter des mondes et des personnes différentes. Oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, oui. Parce que je pense que j'ai évolué dans différents milieux, justement, et différents mondes, et que j'ai cette quête un peu inavouable avant, oui, de rassembler ça. Et je pense que c'est aussi un syndrome d'enfants, de parents divorcés. Ah. Tu vois, tu as envie de réconcilier. D'accord. Je pense. Quand je creuse, peut-être c'est ça. Un peu quand tu fais ta propre psychologie de comptoir. Mais justement, tu as envie de faire du bien visiblement autour de toi et tout, etc. Et on va peut-être commencer par un petit peu le commencement. J'aime bien. Je savais même pas que tes parents étaient divorcés. Je sais pas. On pourra en parler pendant le podcast. Ouais, j'ai pas de ça va. J'ai pas de problème là-dessus. Tu es heureuse? Ah oui. Non, mais pour le coup, en plus, c'est marrant parce que quand ils ont divorcé, moi j'avais 17 ans et c'était pour moi très bien. Ah, mais wow. J'essaie de comprendre, j'ai toujours de comprendre d'où me vient cette envie de connecter. Oui, je sais pas trop d'où ça vient. Ok. Et j'essaie de trouver des raisons de psychologie de comptoir, comme tu dis, tu vois, mais j'ai pas de... Ah, d'accord. J'ai pas de raison particulière. Ouais. Bon, on va parler de ce qui a fait le déclenchement dans ta vie, là, et qui a tout chamboulé. Ok. Donc, tu as eu une, comme on l'a dit un petit peu en off, une vie un peu de bisounours où tout était bien, tout était beau. Voilà. Là où certains ont des plafonds de verre, toi, tu avançais comme sur une autoroute. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que cette perfection de l'ascension que tu avais était une illusion? Qu'est-ce qui t'a fait ressentir ça? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Un élément déclencheur. Effectivement, ce que tu dis, c'est que moi, la chance que j'ai toujours la chance, parce que ils vont dire, oui, effectivement, j'ai travaillé, j'ai du mérite, voilà, j'ai bossé, ça n'y a aucun problème, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir un contexte familial qui m'a beaucoup poussée. Oui. J'ai des grandes sœurs, on est 4 filles, je suis la dernière. Et en fait, le fait d'être dernière, j'ai une grande sœur qui a 15 ans de plus que moi. Oui. Et ça joue énormément parce qu'effectivement, mes parents sont immigrés. Mais je sais que par rapport à d'autres consoeurs et confrères de mon âge qui ont aussi des parents immigrés, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais des grandes sœurs. D'accord. Qui ont fait de grandes études. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal, moi, quand on vient me dire « Ah, viens intervenir pour encourager les jeunes, leur dire que c'est possible ». Je dis « Ok, c'est possible, mais je ne peux pas... raconter cette histoire de I started from the bottom, now I'm here. Je peux pas faire ça. Oui. Parce que c'est pas vrai. Ah. Et moi, l'authenticité est quelque chose de très important pour moi. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai eu cette chance-là, effectivement, d'être portée, etc. Quand, tu l'as dit, quand j'étais en école de commerce, j'ai bien vu qu'il y avait un petit souci, qu'on n'était pas beaucoup quand même. Moi, c'était ma première claque, mes petites claques. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, je comptais pas rester en France. Je voulais partir, mais encore une fois, je voulais pas partir de la France parce que j'étais discriminée, parce que pas du tout. Moi, je voulais juste un ailleurs. D'accord. J'ai toujours voulu voyager, quand on était petite, on allait beaucoup au Sénégal. Du coup, je savais qu'il y avait un ailleurs, quoi. Oui. Voilà. Et j'ai toujours voulu voyager, mais l'Afrique, pour le coup, c'était pas du tout un sujet au début. Moi, je voulais aller aux États-Unis. Comme beaucoup d'entre nous. Voilà. En fait, c'était même pas. Je me disais juste, même que je suis allée en Afrique, j'ai même pas bossé au Sénégal. J'ai travaillé dans le Rwanda, l'Éthiopie, etc., mais pas du tout au Sénégal. Donc, c'était pas une quête identitaire que je suis allée chercher en Afrique. Et en fait, je pense que le premier déclic que j'ai eu, tu vois, j'essaye de... Parce que moi, mon problème, c'est que j'ai tellement été un peu dans le côté « allez, faut y aller », un peu bon élève, un peu aussi fonceuse, en fait, parce que je suis comme ça, je suis très aventurière. Moi, oui. J'ai fait beaucoup de road trip toute seule, en sac à dos, etc. Je suis très aventurière. Ah ouais. Et c'est ça qui m'a amenée aussi à faire ça. Tu vas me dire, je change de pays chaque 6 mois, c'est trop bien, etc. Et en fait, pendant 1 an, moi, j'avais des signes
quand même corporel, très fort. Oui. De l'eczéma, de la perte de cheveux. J'avais des dreads. Je perdais mes dreads par terre, sous la douche. Ah oui, quand même. Et je me disais, oh, la fatigue. Mais ça allait. Je dormais, je me réveillais en pleurs, mais j'essuyais mes larmes. Je me disais, ça va aller. Je me questionnais même pas. Alors pour te dire à quel point quand j'y repense, c'est très drôle. Enfin, drôle, c'est pas drôle. On m'a parlé du chagrin timide, je pense. Genre, tu ne fais pas, tu ne connectes pas. Tu connectes pas. En fait, tu es décorrélé de toi. Wow. Tu vois, et en fait, moi, j'avais un job aussi hyper prenant parce que je lançais Canal+ en Éthiopie, du coup. J'ai dit la botte, enfin, Canal+ en Éthiopie. Écoute, c'est une entreprise. Oui, c'est vrai. Canal+ en Éthiopie. Et en fait, je passais 1 semaine par mois à Paris et 3 semaines en Éthiopie. Et quand j'arrivais à Addis, je prenais l'avion pour partir dans les régions, etc. Et parfois, moi, je me réveillais, je ne savais pas où j'étais, littéralement. Je ne savais pas si j'étais au nord de l'Éthiopie, au sud, à Paris. Je ne savais pas. Tellement l'avion, c'était un truc que j'étais tout le temps dans l'avion. Oui. Tu vois. Et à cet âge-là, j'avais 27, 29. Les gens se disent, mais génial. Bah oui, c'est la vie rêvée. Et j'avoue, après, tu as le truc d'Instagram, etc. Moi, j'avais coupé Instagram pendant 2 ans parce que je sentais qu'il y avait un truc qui était désaligné en moi, que je n'arrivais pas à expliquer. Tu vois, je me souviens, j'étais partie au Mexique en vacances, oui. Et je poste, comme nous tous, que tu vois, t'es en belle plage et tout. Et les gens me disaient, mais tu vis ta best life. Mais moi, ces vacances-là, j'ai pleuré toutes mes vacances. Mais ça vient d'où? En fait, justement, c'est qu'en fait, tu te sens mal, mais tu sais pas ce qui se passe. Wow. Et t'arrives pas, en fait, parce que tes critères de réussite, en tout cas pour te dire pourquoi je vais mal, tu vas dire, moi, je comprends pas. J'ai un taf, je mange, j'ai des amis, j'ai mon copain. En fait, j'ai pas de raison d'être malheureuse. Du coup, c'est juste un coup de fatigue. C'est ça que tu te dis, en fait. D'accord. Et tu te le redis jusqu'au jour où, en fait, moi, j'ai juste fait 1 semaine où j'ai eu plein de malaises, dont un où j'ai fini à l'hôpital, et le médecin m'a dit, en fait, on arrête tout. Et c'est là qu'il t'a dit, Et c'est ça, en fait. Et même par rapport à ça, moi, le médecin m'a arrêté. Il voulait m'arrêter pour des mois. J'ai dit, ah non, 10 jours, ça suffit. J'ai une filiale à monter, moi, il faut que j'y aille, moi. J'ai pas le temps. Et en fait, c'est en revenant de ça où j'étais hyper fatiguée. Et j'ai eu quand même 2 diagnostics avant de me dire, OK, j'ai quelque chose. Mais tu vois comment c'est insidieux. Est-ce que tu penses que c'est notre culture africaine qui nous pousse à ne pas regarder la santé mentale Ah oui, moi je pense. Et pourtant, moi de ma famille, je suis un peu la rebelle, je suis un peu la toubab. Oui. Comme on dit, tu vois. Et du coup, moi je pensais pas que j'étais si imprégnée de ça. Je me rendais pas compte en fait. D'accord. Parce que je me disais, puis moi j'ai toujours ma phrase, en plus je la disais beaucoup au travail, on n'est pas là pour souffrir, on sauve pas des vies, on vend des décodeurs. En vrai, oui. On ne sauve pas des vies. Et pourtant, moi-même qui portais ce discours, j'ai été victime de ça. Et quand tu te rends compte que quand on te diagnostique donc le burn-out, à ce moment-là, quelle est ta plus grande peur? Est-ce que tu te dis, j'ai échoué, ou est-ce que tu te dis, ta plus grande peur, c'est d'être face à un vide, un manque de sens? Justement, ce qui était hyper dur dans ça, c'est que j'ai dû rentrer à Paris. Oui. En Éthiopie, d'ailleurs, j'ai toujours une de mes valises qui est là-bas. Je n'ai jamais récupéré. Je suis rentrée à Paris en express et je suis rentrée exactement le 20 février 2020, avant le Covid. Donc moi, tout le début du Covid, moi, je ne comprenais même pas. Les gens étaient enfermés, moi, j'étais déjà enfermée. Du coup, je ne me rendais même pas compte du confinement, etc. etc. Parfois, je voyais juste des gens applaudir. Je me disais, ils applaudissent pourquoi? Mais pour te dire à quel point j'étais complètement à l'ouest, quoi. Et en fait, dans ça, ce qui est hyper dur, moi, je trouve, c'est justement ce manque de perspective. Quand tu es quelqu'un qui fait beaucoup de choses, quand tu n'as rien à faire, et que tu sais même pas que tu n'as rien à faire, c'est que tu ne peux même pas faire. Moi, j'adore lire. Je ne pouvais même plus lire. Tellement mon cerveau, il n'arrivait pas à connecter. J'arrivais pas à lire. Alors que pour moi, ne pas lire, c'est limite un handicap. Oui. Tu vois. Oui. Et du coup, tu te sens hyper démuni. Et tu es dans une période pas propice parce que tout le monde est enfermé. Tout le monde fait sa vie, en fait, en réalité. Et comme de base, je n'habite pas à Paris, je suis plus à Paris, en vrai. Je venais une fois toutes les... et je calculais personne. Quand je revenais, j'étais avec ma famille, etc. Et en fait, les gens ne se préoccupent pas de toi non plus. Et comme tu n'as pas non plus l'habitude de demander de l'aide, tu restes dans ton coin. Oui. Tu vois, du coup, c'est un cercle vicieux où, en fait, tu plonges, mais toute seule, en fait. Wow. Parce que tu n'as pas de perspective. Et c'est là où, en fait, je dis, c'est hyper dur quand tu as l'habitude que tout aille bien et que du jour au lendemain, ça ne va pas.
c'est que tu n'es tellement pas musclé à l'adversité que tout te paraît, mais tu as l'impression de mourir. Waouh. Tu vois, vraiment. Et moi, c'était une période hyper difficile et surtout, je pense, c'est d'autant plus dur quand tu as une personnalité ou un caractère, enfin pas un caractère, une énergie hyper solaire, hyper dynamique. Les gens se disent, mais non, mais c'est juste un coup de fatigue, ça va aller. Même dans ton entourage, on dit, oui, ça va aller. Mais même au travail, moi j'avais dit à un moment donné qu'en fait, je sentais que j'étais fatiguée. Je sens que là, je pense que le projet, c'est... Et on m'a dit, Anger, ça va aller, tu gères. Et j'étais en mode, oui, s'ils disent que je gère. Donc je suis repartie. Tu vois ? Mais attends, mais non, mais je sais que c'est dingue. Hein, c'est dingue. Comment est-ce que tu penses que... tu n'as pas la science infuse, mais pour ton cas à toi, comment on peut sensibiliser les gens à la santé mentale des autres? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce que la personne dit à un moment, on le prenne suffisamment au sérieux? Parce que quand quelqu'un est blessé physiquement, on sait qu'il est blessé. Mais la santé mentale, personne ne voit. Tu peux dire ça va pas, mais... En fait, moi, je pense que c'est aussi à nous... Enfin, je pense qu'il y a une éducation des deux côtés à faire. Tu vois, je pense que moi, à un moment donné, j'aurais pu être beaucoup plus incisive en disant, mais en fait, là, ça va vraiment pas. Et comme on n'a pas l'habitude aussi de dire que ça ne va pas, en vrai, quelqu'un me donne, est-ce que ça va? Je dis oui, ça va. Par politesse, personne dit vraiment dans le fond. Non, mais en réalité, vrai, oui, on dit pas... Voilà. Et en fait, moi, j'ai beaucoup changé depuis. J'ai ma petite tribu, je l'appelle comme ça, mes potes, ma tribu. Quand on se demande ça va, c'est est-ce que ça va vraiment? D'accord. Et vous vous êtes fait cette promesse-là? Voilà, c'est ça. C'est, en fait, même tu as des warnings. Parfois, on a des petits emojis en mode là, I need to talk. Tu vois, we talk. Là, vraiment, voilà. Là, ça va pas. Et du coup, moi, j'ai plein de garde-fous. J'ai aussi des amis hyper proches et ce qui est hyper dur dans cette reconstruction, c'est de ne pas retomber dans tes travers. Moi, je suis en plein dedans, là. Où, en fait, ça fait 4 ans. Mais là, je suis dans le truc de... je sais que j'ai 2 personnalités. J'ai la Anger hyper... allez, on y va, on n'y est pas, quoi, on y va. Ouais. Et j'ai, moi, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus lente, beaucoup plus dans la flânerie, dans le calme, hyper introvertie. Et en fait, c'est hyper dur de faire cohabiter les deux. Wow. Parce que moi, je suis soit 100% l'une, soit 100% l'autre. Tu vois, cet été, je suis allée en vacances en Indonésie toute seule, sac à dos, etc. J'étais toute seule, pas d'ordi, je calculais personne, je marchais des kilomètres par jour. Et ça, c'est moi, c'est 100% moi. Oui. Mais aussi quand, je sais pas, ces derniers jours, là, je suis en mode, allez, des événements, des trucs, allez, on y va, le business, etc. C'est aussi 100% moi. Mais comment je fais pour concilier les deux? C'est mon gros sujet avec ma psy en ce moment. Waouh. C'est extraordinaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont certainement se reconnaître dans ce cheminement de burn-out, de quête de sens, finalement d'avoir ces 2 personnes. De se redécouvrir. Parce qu'en réalité, c'est ça aussi, c'est que, tu vois, on parlait de l'introversion, l'extraversion tout à l'heure. Oui. Moi, quand on me voit de l'extérieur, on pense que je suis hyper extravertie. Je pense que c'est ce que tous les gens me disent, bien sûr, t'es extravertie. Pas du tout. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand je fais un assessment de ce que je faisais avant, moi, j'adore voyager seule. J'adore... Il y a plein d'activités que j'adore faire seule. Et en fait, avant, je me rendais pas compte que c'était des activités qui me permettaient de me ressourcer. Je me disais juste, j'aime faire ça seule, point. Même pour aller au spa, copines me disent, on y va ensemble. Je suis en mode, non, je vais y aller toute seule. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que ces activités-là me permettaient, en fait, de me recharger. Et je me rendais pas compte que c'était pour ça. Mais parce qu'en fait, je suis une introvertie. Et aujourd'hui, je l'assume. Je dis, en fait, je suis introvertie. Et toutes les choses d'extraversion, quand je vois dans ma semaine que j'ai un événement, un truc, je me dis, OK, là, j'en ai 3. Ça veut dire que le jeudi soir, je peux rien faire. Je dois rester à la maison parce que sinon, j'arriverai pas, en fait. Wow. Les gens m'épuisent. C'est une claque que tu me donnes. Moi, comment tu as su? Est-ce que tu as fait... Qu'est-ce que tu as fait pour découvrir finalement ta vraie personnalité d'introverti? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'ai pris un peu mon cas comme un cas d'école. En fait, en gros, quand j'ai lancé le podcast, effectivement, j'ai d'abord parlé, comme tu l'as dit dans le compte, j'ai parlé à des amis autour de moi pour savoir parce qu'à un moment, tu te dis, mais est-ce que c'est moi le problème? Tu te poses quand même la question. Hein. Et je me suis rendu compte que non, c'était pas moi le problème. Il y avait aussi d'autres personnes qui le vivaient. Mais comme je suis une personne très orientée action, moi, j'aime bien les choses concrètes. J'aime pas le côté on parle en philosophe, etc.
Et je me suis dit, OK, on a tous le même problème, mais OK, maintenant, il faut trouver une solution, en fait. Enfin, c'est bien beau, tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à aller sur le podcast. Et moi, quand j'ai lancé le podcast, j'étais hyper franche, en mode, les gars, je ne sais pas où je vais. Je lance ce podcast pour qu'on découvre ensemble qu'est-ce que la réussite. Je n'ai pas la réponse et on va chercher ensemble. Et en fait, à partir de là, moi, j'ai pris mon cas comme un cas d'école, en mode, ma reconversion, ça va être un projet. Mais vraiment. Genre, quand je faisais des podcasts, à la fin, j'avais mon petit carnet et j'écrivais. Les gens, après, me disaient « Ah, mais tu poses hyper bien les questions, t'es hyper... » Et du coup, le fait d'avoir des retours des gens sur moi, parce que des choses que tu vois pas, en fait. Tu vois, nos talents, on les connaît pas. Oui. C'est les autres qui nous le disent. Ça, ou bien quand je parlais avec une personne, à la fin, je me dis « Ah, j'ai appris ça. » Et je notais. Et en fait, moi, j'aime bien ce côté, je me posais chaque fin de semaine pour connect the dots, tu vois. Me dire, OK, j'ai vu ça mardi, mercredi, j'ai vu ça, vendredi, on m'a dit ça. Ah, mais ça, c'est stylé. Ah, j'irai creuser. Donc, je vais contacter telle personne. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, à faire à un peu documenter ma recherche de sens personnel. Oui. J'en ai même fait, d'ailleurs, je l'ai arrêté là, mais j'avais fait un programme qui s'appelle le programme Sweet Spot, qui permettait justement... J'ai vu sur LinkedIn. Voilà. Oui. J'avais commencé ça, un programme Sweet Spot qui reprenait tout ce que j'avais fait pour le transmettre aux gens, en fait. Comment tu connais tes valeurs cardinales, comment tu te découvres, en fait, mais vraiment de l'introspection pure. Oui. Et bien sûr, accompagné d'une thérapie. Et ça, c'est la base. La thérapie, c'est... Hier, je parlais à un ami trentenaire. J'ai dit, t'as jamais vu de psy? Il me dit non. Je fais, non, mais c'est pas possible. On n'a plus le droit de faire ça en 2024. On a tous voir des psys. On a tous des traumatismes. On a tous... Faut y aller, quoi. Faut y aller. Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment comme ça, de manière très empirique, parce que j'aime l'action, que j'ai... et je me découvre tous les jours. Hein, et j'adore. Justement... Quand tu as interrogé ton entourage et que leur rapport au travail, à la réussite, quelles ont été les réponses qui t'ont le plus inspiré? Alors, mon entourage, c'était plus, pour le coup, avant de faire le podcast. Avant, oui. Avant de faire le podcast, pour le coup, c'était plus des personnes qui travaillent en entreprise. Oui. Et la question que je leur posais, c'était quel est le frein à votre réussite? Qu'est-ce qui vous freine pour réussir? Oui. Donc, il y avait ce sujet de manque de connaissance de leurs aspirations, ça c'est clair. Et il y avait ce sujet aussi en entreprise, c'était quand même souvent des personnes en entreprise, il y avait ce sujet de je ne connais... j'arrive pas à capter l'environnement dans lequel je suis pour savoir où se jouent les zones de pouvoir, en gros. Tu as un peu le côté politique en entreprise. Oui. Il y avait ce sujet-là. Et l'autre sujet, c'était l'appréhension à l'échec. D'accord. Du coup, c'est marrant parce que c'est la thématique. Oui, tout à fait. Mais il y avait ce sujet, appréhension à l'échec, parce que syndrome de l'imposteur, parce que syndrome de la bonne élève ou du bon élève, etc. etc. Donc, c'était plus ces points de blocage-là que j'allais chercher. Parce que moi, j'essayais de comprendre pourquoi j'avais des peurs, pourquoi j'étais bloquée. Est-ce que mes peurs et mes blocages étaient partagés? Tu vois? D'accord. Et c'est ça qui était partagé. Et du coup, le but du podcast, c'était de voir comment les personnes qui sont passées de l'autre côté, comment elles ont réussi à du coup, se façonner ce nouveau parcours. Et qu'est-ce que tu as... Et donc, après le podcast, quand tu as avec le recul aujourd'hui, quelle est ta vision de la réussite? Elle est déjà très personnelle. D'accord. Ça, c'est parce que justement, le sujet, c'est que la réussite, on confond souvent réussite et succès. Tu vois, en anglais, c'est le même mot, success. En français, on a réussite et on a succès. C'est vrai. Quand tu vas voir le dictionnaire, dans le mot succès, tu as la réussite. Et en réalité, le succès, c'est ce qui se mesure à l'aune du regard extérieur. On va dire, par exemple, Beyoncé est une star parce qu'elle a vendu X albums, X milliers de millions même. Tu vois. Son spectacle a été une réussite parce que ça a été sold out en X temps, etc. Donc, on va mesurer le succès par rapport au regard de l'autre et par rapport à des indicateurs très précis, en fait. Alors que la réussite, à l'inverse, l'indicateur est très personnel. Et en fait, c'est une satisfaction personnelle. D'ailleurs, dans le livre Les Inattendus, je prends l'exemple j'avais regardé un film japonais où, en fait, c'est un Japonais, homme de ménage, qui nettoie des toilettes dans une ville chic de Tokyo, Shibuya. Et en fait, pour lui, il prenait le temps de nettoyer, il faisait ça avec grâce. Tu avais même envie de t'asseoir sur ses toilettes, tellement il faisait ça avec amour, quoi. Pour lui, il réussissait sa vie.
Parce qu'il se levait tous les matins, il arrosait ses plantes, il prenait son café, il prenait le temps d'aller à son travail en écoutant du Nina Simone. Il était bien. Sa grande sœur, elle, très succès pour le coup, grosse voiture, etc., qui ne comprenait pas en fait. Le mec lui dit, mais je suis heureux. Elle dit, en fait, non, tu ne peux pas être heureux, c'est pas possible. Elle était dans le succès, lui était dans la réussite. Et en fait, je pense que vraiment l'erreur de notre siècle, en gros, c'est de confondre réussite et succès. Et c'est vraiment se poser la question, mais qu'est-ce que réussir pour moi veut dire ? Et dis-moi, quelle est selon toi la plus grande illusion que la société nous vend sur la notion de réussite au final ? En une phrase, si tu devais le dire en une phrase. En fait, ça dépend beaucoup d'illusions par rapport à qui. Enfin, moi, l'illusion, le leurre, en tout cas personnel, et c'est un peu ce que je défends dans le livre Les Inattendus. Bah, après, je pense aussi si c'est ton audience, tu vois, des personnes, j'aime pas dire minorité, mais tu vois, c'est ce sujet quand on veut, on peut. Dans une société française, quand on veut, on peut. Pour moi, c'est la pire douille de la Terre. Ah mais je suis 100% d'accord. Hein. Quand on veut, on peut, là. Parce que, par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Non, bien sûr. C'est pas ça. Mais que le travail ne suffit pas. Mais vraiment pas. Qu'est-ce qu'il faut en plus derrière ? Il y a tellement d'autres leviers. Je te dis, le contexte familial. T'as beau travailler comme un chien, désolé de dire ça, bah, t'as quand même le contexte familial qui t'aide beaucoup ou pas, qui te freine ou pas. T'as les rencontres. Oui. Et moi, ça, c'est un vrai sujet sur lequel je crois à 100%, le pouvoir des rencontres. Tu as les accidents de la vie. Est-ce que l'accident de la vie, la guerre, un trauma personnel, un accident personnel, ça change le cours d'une vie. Oui. J'ai sont tous dans le livre, hein, mais du coup, on vous invite à le lire d'ailleurs. Aussi, bien sûr. Les Inattendus. Aux éditions Erol. En fait, en tout cas, tu as plein de facteurs extérieurs qui, outre le travail, permettent de réussir. D'accord. Et c'est pour ça, tu vois, par exemple, moi, le podcast, beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu le fais pas que sur des minorités ? Pourquoi tu le fais pas que sur des... Et moi, c'est un truc qui me parlait pas, parce que déjà, je suis pas comme ça. Et de deux, en fait, je me dis, il est important de sortir de sa zone pour comprendre ce qui se joue dans la psychologie des autres, pour pouvoir l'appliquer à soi. Tout à fait. Tu vois. Et puis, on peut pas il faut savoir ce qui se passe chez les autres ailleurs, pour pouvoir... faire un pas de côté. Oui. Et c'est ça, en fait, pour moi aussi, le sujet de la réussite, c'est qu'est-ce que je peux prendre des autres qui ne me ressemblent pas pour pouvoir l'appliquer à ma propre expérience et surtout m'inspirer et redéfinir ce que c'est que la réussite pour moi. Parce que quand on est dans un carcan, on se dit, bah, nous, nos parents, ils disent, bah, réussir, c'est réussir à l'école, quoi. Oui, et devenir médecin, avocat. Et fin de l'histoire. Oui. Tu vois ? Et pourtant, et je sais pas, j'ai le contexte familial joue beaucoup. Moi, mes parents, par exemple, quand je leur dis, je quitte Canal+, ils m'ont pas... Ma mère, elle m'a dit, oh là là, si tu rentres dans le chômage, ça va pas m'arranger. C'est ça son sujet. Mais mon père, par exemple, lui, il a quitté le Sénégal, il était ouvrier au début. Quand il est venu à Paris, il a tout fait pour acheter sa licence de taxi, il a été indépendant. Et du coup, lui, quand je lui ai dit que je quittais, il m'a dit, ah oui, il faut travailler pour soi. Ah. Et du coup, ça... 2 visions, 2 personnes. Exactement, oui, mes parents, je sais même pas comment ils ont fait pour se marier. 2 visions complètement opposées. Mais tu vois, je me dis que si j'aurais jamais eu cette fibre aventurière si mon père n'avait pas même mon père, même dans l'éducation. Mon père nous a jamais dit faites-vous petite. Et je sais que j'ai des amis dont les parents leur ont dit, bah, faites pas trop de bruit, quoi. Soyez discrets. Waouh. Et moi, pas du tout. Et c'est pour ça que parfois, moi, j'ai des amis qui me disent à chaque fois, même chez Canal, ils me disent, mais t'es trop à l'aise. Comme ça, je suis à l'aise. T'es à l'aise. Et c'est vrai que je suis à l'aise. Parce que je n'ai pas à me questionner en me disant, est-ce que ce mec-là, il est plus intelligent parce que... En fait, toi, tu as toujours eu... En fait, ce que tu veux, tu te donnes les moyens de l'avoir. Bah, en tout cas, et je pense, encore une fois, c'est parce que j'ai une éducation qui me disait, tu peux le faire. D'accord. Et je pense que c'est hyper important, ce sujet de... confiance, même si le truc de confiance en soi et tout, moi je suis un peu... Parce que j'ai pas trop confiance en moi. D'accord, on dirait pas. Ouais, mais non, en fait, je te le dis. J'ai pas beaucoup confiance en moi. En revanche, j'ai confiance en mes actions. D'accord. Ce qui est différent. Et donc, en termes d'action, qu'est-ce que tu fais donc pour pouvoir mettre cette confiance en ce truc-là, en ces actions ? Bah, typiquement, tu vois, quand par exemple j'ai voulu lancer le podcast, oui. Pour moi, hyper dur déjà de dire...
j'ai fait un burn-out, je lance ce podcast. Hyper dur. Tu trouves le courage où pour... En fait, moi, En fait, j'ai une intuition hyper forte. Quand le podcast, c'est une intuition. Oui. Je me dis, en fait, soit je fais rien et je pleure tous les jours et je sais pas comment faire, soit je me dis, en fait, et moi, je crois, encore une fois, beaucoup au pouvoir des rencontres. Et je savais qu'avec le podcast, j'allais y arriver. J'avais une intuition hyper forte que je ne saurais pas t'expliquer. Okay. Mais je me suis dit, en fait, ça a toujours marché. Moi, je me suis toujours appuyée sur les gens. Oui. J'ai jamais... Enfin, je dis pas que j'ai jamais peur de demander, mais je me suis toujours dit, je suis pas assez c'est pas assez intelligente. En tout cas, que le collectif est beaucoup plus fort que l'individuel. En fait, tu as toujours fait confiance à... Tu sais ta manière, tu connais ta force de travail, mais tu sais que tu as besoin des autres. Exactement. Pour y arriver. Comme on dit, seul ouais, ensemble, on va plus vite. Voilà, ensemble, on va plus vite. Voilà, c'est ça. Donc oui, Mais moi, j'ai toujours eu ça. En me disant, bah, en fait, moi, j'ai pas peur de dire je sais pas. J'ai pas peur de demander. J'ai pas peur de ça. C'est vraiment un truc d'humilité aussi, hein, de dire je sais pas. Oui, c'est important. Oui. Je sais pas. Même moi à l'école, j'étais la pire quand le prof de maths disait un truc que je comprenais pas. J'arrêtais la classe. J'ai dit je comprends pas, je sais pas, je comprends pas. On n'avance pas. Tu n'as pas peur de dire non, mais c'est important. J'ai pas peur de ça. C'est hyper important de se dire mais quand on ne sait pas, on dit on ne sait pas. Voilà. Moi, j'ai pas de honte à ça. Voilà. Moi, j'ai pas peur de ça. Et je pense que ça aide beaucoup. Et c'est ça qui m'a poussée à me dire en fait, soit tu vas demander de l'aide. Oui. Soit en fait tu fais rien, mais en fait ça va te prendre 4500 ans. Wow. Ouais. Et c'est ça qui m'a... Et franchement, quand j'ai appuyé bouton là pour publier, même parce que le podcast, je l'ai annoncé sur LinkedIn. J'ai dit bonjour, j'ai fait un burn-out, je vais lancer mon podcast dans 2 semaines. Wow. Quand j'ai mis publié, mais je suis partie vomir, mais littéralement. Ah waouh. Quand te dire, j'ai mal, j'en parle, j'ai mal au ventre. Ouais. Mais je l'ai fait. Par contre, quand j'ai décidé de le faire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'y vais. Waouh. Eh oui, ça c'est une... Mais j'ai peur par contre. Ouais. J'y vais, mais j'ai peur. Tu sautes, même si tu as peur, mais tu sautes quand même. Saute. C'est important. Voilà. Dis-moi, Nguer, quelle est ta définition de l'échec aujourd'hui? Mais l'échec, c'est dur pour moi encore. Hein. Tu vois. Mais ça veut pas dire que c'est pas dur. Hein. Ouais. Mais quels sont les mots que tu poses aujourd'hui sur l'échec? Ça va paraître un peu cliché, tu vois, parce que moi, mon burn-out, je l'ai vu au début comme un échec. Oui. Mais aujourd'hui, je me dis, mais sans ça, j'aurais jamais pu faire un tiers de ce que je fais aujourd'hui. Mais même pas un tiers, c'est beaucoup. Enfin, vraiment. Parce que j'aurais jamais découvert qui je suis vraiment. Oui. J'aurais pu continuer sur cette voie. Hein. Là, j'aurais eu un poste, je sais pas où, bien payé, etc. Mais j'ai tellement pivoté, j'ai tellement appris, le podcast, je me suis entourée de tellement de gens. J'ai pu créer une autre boîte. En fait, je saurais même pas te dire sans le podcast ce que je sais pas ce que je ferais aujourd'hui, je serais une vie hyper boring, tu vois. Donc finalement, toi, si j'essaie de résumer, pour toi l'échec c'est finalement un tremplin. C'est un tremplin, mais je trouve que ce qui permet à l'échec d'être un tremplin, c'est d'être dans l'action dans l'échec. Waouh, ça c'est important. Tu vois. Oui. Parce que moi l'action, vraiment j'ai un fort biais pour l'action. Oui. Et je trouve que souvent beaucoup de personnes, ce qui les bloque, c'est qu'elles essayent de tout peaufiner avant de se mettre à l'action. Et moi, je pense qu'il faut avancer en pensant. Et moi, j'ai toujours été dans cette intuition-là de faire, même si je ne suis pas prête, de me dire, en fait, ça, j'y crois. Oui. J'y vais et je pivote. Toute notre vie. Enfin, du coup, avec Gatémeri, j'ai pivoté 1000 fois. Avec The Dots, avec mon associé Jennifer, chaque jour, on pivote. Puis, tout à l'heure, on était à un déjeuner avec un mentor qui nous suit. On est venu, on a dit, on a encore pivoté. Hein. Et c'est pas grave, tu vois, parce que par contre, à chaque fois que tu y vas, tu y vas à 100%. Oui. Tu vois. En fait, le secret de ce que quand je t'écoute, c'est pas grave. En fait, l'échec, il est là. Il va faire mal. Mais c'est l'action que tu mènes suite à ton échec. C'est ça. Et sois suffisamment agile pour pivoter. Exactement. Sois suffisamment agile pour tourner, pour faire volte-face. Et aussi prendre le temps d'accueillir l'échec. Oui. Non, mais ça, c'est une étape presque... Si tu ne passes pas par là... Ouais, mais c'est hyper dur parce que tu vois, quand tu es aussi vachement dans l'action, tu peux te dire, ok, c'est pas grave, j'y vais. Oui. Mais en fait, est-ce que tu as pris le temps de assess vraiment qu'est-ce qui s'est passé et quelle est ta responsabilité là-dedans? Ah oui. Ah non, mais c'est un vrai sujet. Ça, c'est se regarder dans les yeux. Là, tu demandes aux gens... Mais non, mais même à moi, c'est comme... Non, mais c'est un vrai effort. C'est dur quand même. Mais c'est un vrai sujet. Mais tu vois, moi, sur mon burn-out, je me disais, ok, quelle est ma responsabilité? Et quelle était ta responsabilité? Ma responsabilité a été celle de pas m'écouter. Oui. Tu vois? Et aujourd'hui, c'est un sur lequel je travaille encore, tu vois, de ne pas m'écouter. Le sujet de
pas suffisamment demander de l'aide, de pas assez crier fort en fait que j'allais pas bien. Oui. Et ça, c'est de ma faute. Je peux pas dire c'est de la faute de l'entreprise. Je vais dire non, c'est de ma faute. Et je trouve que ces sujets de burn-out, il y a côté ce truc parfois de mon entreprise, c'est elle, j'avais un boss toxique, etc. Ok, mais en vrai, parlons vrai. Il y a une co-responsabilité. Waouh. Et non, mais là, tu vas... Mais là... Je pense. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est important. C'est important de parler de sa part de responsabilité, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il. Il y a certes l'environnement extérieur, mais il y a sa part. Les leviers sur lesquels on peut appuyer pour pouvoir changer la donne. C'est ça. Tu vois, là, par exemple, tu as expliqué un petit peu dans ton parcours, tu es quelqu'un tu es une personne d'action. Oui. Même si tu as grandi dans un environnement où il faut avoir un parent qui t'a dit, bon, soit fais-toi un peu petite, accepte parce que c'est un travail stable, etc. Il y a la réussite. De l'autre côté, on te dit, non, mais il faut que tu oses. En fait, tu es quelqu'un qui prend ta place. Et tu es à l'aise. On t'a dit, tu es à l'aise, mais ta part de responsabilité, c'est de prendre ta place. Ouais. Que tu sois femme, noire, peu importe, il faut prendre sa place pour pouvoir changer son propre destin, en tout cas pour écrire son propre destin. Mais après, cette place-là aussi, et je trouve que dans les environnements, il faut aussi avoir les bons codes pour le faire. Oui. Ça, c'est un autre sujet. Ah, ça, c'est un autre sujet, ça, tu vois, avoir les bons codes. Ouais, parce que tu vois, en entreprise, par exemple, je ne sais pas si ton audience est plus entrepreneur. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Oui. Mais tu vois, même dans l'entrepreneuriat, on parle de code d'entreprise, mais en fait, l'entrepreneuriat, quand tu vas dans des sphères, si tu veux lever des fonds, etc., c'est codifié. Oui. Tu vois. Donc, en fait, c'est pareil, en réalité. On retrouve les mêmes gens. Oui. Et souvent, ces codes-là ne sont pas forcément sus de tout le monde. Donc, tu as un microcosme qui connaît ces codes, etc. Oui. Et quand tu les as pas, en fait, on va dire mais qu'est-ce que tu fais, bouge, prends ta place. Mais ok, super Coco, mais j'ai pas les codes en fait. Et personne ne me les a appris. Oui. Comment on fait? Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal avec ces personnes qui disent non, mais regardez, je l'ai fait. Vous pouvez le faire. J'ai beaucoup de mal avec ça. Oui. Parce qu'en fait, encore une fois, viens, on se pose la question qui t'a aidé. Viens, on se pose la question quels parents t'avais. Viens, on se pose la question qui t'a mentoré, etc. Oui. Et justement, moi, je pars dans mon podcast, je dis justement qu'on ne se fait pas tout seul. Non. C'est un mensonge absolu. Ouais. Et que dans ton parcours, il y a des détracteurs, ceux qui te poussent dans tes retranchements, qui te mettent face à des défis et qui te poussent finalement à aller plus loin. Ouais. Il y a les rencontres fortuites. Celle-là, tu rencontres quelqu'un, il ne se rend même pas compte, vous discutez, et il ou elle dit une chose, et ça change quasiment le cours de ta vie. Ouais. Il n'en a même pas conscience. Ouais. Et puis, il y a la personne providence qui t'ouvre la porte là où personne d'autre ne l'aurait fait. Ouais. Dis-moi, on a parlé du burn-out, mais peut-être c'est pas ça. Mais quelle est la pire situation dans laquelle les détracteurs t'ont mise? Un ou des détracteurs. Et où tu t'es dit, ouh là là, là, il m'a mise vraiment dans quelque chose de dur. Genre, en gros, qu'on m'a challengé sur un truc. Oui, le plus gros challenge. Ça peut aussi être simplement toi. Hein. Je pense que moi, c'est la psy. Hein. Oui. Parce qu'en vrai, la psy, elle te dit... Bah, pas ton détracteur. C'est plutôt, d'une certaine manière, c'est peut-être en burn-out qui t'a mise en... Ah, vas-y, répète ta question. Le détracteur, c'est... Une personne? C'est un adversaire. Ah, du coup, un adversaire. Ok, d'accord. Et tu sais, un adversaire... C'est pas bienveillant. Non. Ah, ok, après, c'est la rencontre fortuite, c'est autre chose. Oui, parce que tu vois, moi, je pense à des détracteurs bienveillants. Moi, j'en ai des avocats du diable. Moi, dans mon réseau, j'ai des avocats du diable. Ah oui, d'accord. Que je vais voir exprès pour qu'ils me terminent, tu vois. Pour qu'ils me challenge à mort. Mais ça, c'est trop bien, ça. Tu vois. Ah, ça, c'est trop bien. Parce que ça t'aide à faire face à la vraie adversité quand elle arrive là et que quelqu'un te fait n'importe quoi. Tu te dis non, là, je suis prêt, mon frère. En fait, si t'es entouré que de gens qui disent non, mais t'es trop beau, t'es génial, t'avances pas, en fait. Mais ça, c'est une clé, girl, que tu c'est dans le réseau, ça. Ah, d'accord. On va parler de réseau, là, dans 2 minutes. Mais oui, c'est important. Les avocats, tout ça, je comprenais pas. Mais ok, des détracteurs... Après, moi, encore une fois, j'ai quand même beaucoup de chance, tu vois, parce que même mon entreprise, Canal+, aujourd'hui, on a des rapports hyper sains. Oui. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait un événement avec mon entreprise qui rassemble des CEO et des RH. Mon ancienne DRH était là. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, tu vois, malgré l'histoire qui s'est passée, tu vois, et pourtant, j'ai dit en public ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas de honte à le dire. Il y a un moment donné, il faut prendre sa responsabilité des deux côtés, tu vois. Et donc, c'est pas qu'une responsabilité 100%, parce que tout à l'heure, j'ai dit il faut prendre sa responsabilité, mais il faut pas non plus se dire que c'est 100% ma responsabilité. Il y a un système, hein. On est dans un système. Oui, bien donc sûr. Ça, faut pas l'oublier. Oui. Mais en réalité, j'ai beaucoup de chance d'être avec des personnes hyper bienveillantes, en vérité. Oui. Tu vois. C'est important.
C'est important, mais je pense que la clé, enfin, ce que tu disais tout à l'heure sur les rencontres, Providence, etc., pour moi, il y a un sujet fondamental, c'est qu'en fait, quand tu es clair avec toi-même, quand tu es clair avec ce que tu veux, en fait, l'univers conspire. D'accord. Tu vois, c'est une phrase de Paulo Coelho dans l'alchimiste, oui, on a lu le même livre. De vrai, c'est vrai. Ouais. Et c'est un truc que je n'arrive pas à expliquer. Mais en vrai, moi, je pense que le vrai sujet, c'est que quand tu es hyper clair avec ce que toi, tu es et ce que tu veux, en fait, les rencontres, tout va être aligné. Et tu vas te dire, mais c'est quand même bizarre, quand même, ce truc. Il y a un truc. Mais c'est parce que tu as fait le taf. Ouais. Tu vois, j'aime pas, ça fait très gourou. Ah non, mais écoute, c'est ton expérience après. Mais j'y crois énormément à ça. Bien sûr. Et ça a marché. Et ça marche toujours. Et donc, du coup, ta rencontre fortuite? Oh, j'en ai trop. Après ça. Rencontre fortuite. Genre, mais il a dit un truc et punaise, ça a changé un peu le cours de ta vie, quoi. Tu allais sur un chemin et tu as entendu ça, tu t'es dit, waouh, ça, c'est quelque chose. C'est presque une révélation. Moi, tu vois, j'ai plein de mentors. Oui. J'en ai pas un. J'ai plein de mentors. Oui. Et je les active selon les besoins. Et je pense, non, en vrai, je vais faire un mix entre ma psy et mon mentor. Oui. Un de mes mentors, c'est justement quand ils m'ont mis le doigt sur mes deux personnalités. Mes deux personnes. Et c'est vrai, moi, je suis vraiment mes deux personnes. Wow. Et en fait, ça, maintenant que j'en suis consciente, bah là, ça fait 1 semaine que je cherche à donner un nom à mon autre... I am Sacha Fierce. Tu vois, je cherche un prénom, j'arrive pas à trouver. Et en fait, je pense ça, c'est vraiment quelque chose qui... Je vais te faire une confidence. Vas-y. Là. Tu vois, je t'ai dit, je lance une formation sur le pouvoir des rencontres. D'accord. J'ai commencé la com, mais j'ai pris prise la com en mode mois d'avant. Performance, j'arrive pas. En fait, je procrastine à mort. J'ai fait un webinaire gratuit, j'avais des inscrits. Tu vois, après un webinaire, tu envoies des mails pour dire regardez la promo. J'ai rien envoyé. Parce que j'arrive pas, je suis bloquée. Là, en ce moment, je suis bloquée. Et en fait, ma psy me dit, en fait, t'es bloquée parce que tu convoques pas l'autre trainer. Wow. Et c'est elle, en fait, qui va t'aider à vendre ta formation dans l'authenticité comme tu le veux. Et là, je suis la méthode. Mais tu me fais penser, on dirait Beyoncé avec Sacha Fierce et machin. Moi, c'est vraiment dans ça. Et du coup, là, actuellement, je me dis, OK, je suis en train de faire plein d'exos pour amener cette autre qui est pas à l'allure publique. Moi, c'est mes potes, ils me disent, mais t'es comme ça, mais tout le monde le sait. Je suis en mode, non, vous savez, parce qu'on est potes. Mais je sais pas, toi, tu verras sur LinkedIn ou quoi. Oui. Je pense que c'est plus le côté capitaliste, en gros. En tout cas, oui, moi, qui ressort. Oui, moi, c'est... Et non, en fait, ça, c'est mon... C'est pas que c'est pas moi. Ouais. Encore une fois, je ne mens pas. 100% toi aussi. C'est 100% moi aussi. Et c'est comme le truc de double culture. Je me sens 100% française, je me sens 100% sénégalaise. Tu vois, j'ai pas à choisir. Ouais. Mais en vrai, tu as des moments où tu es 100% bled, à un moment tu es 100% française. Grave, oui. Et du coup, concilier les deux. Et moi, ça m'arrive dans la personnalité. Et ça, c'est grâce... Et je pense que c'est l'éducation qui fait ça. C'est que moi, je pense que ma vraie nature, c'est mon nature plus introvertie, plus lente, plus safe place, plus voilà, feng shui, yoga, tout ça, c'est moi. Et je pense que l'autre, c'est une construction sociale. D'accord. Parce que les parents, parce que l'éducation, parce que le système scolaire dans lequel j'étais. Moi, j'étais en prépa. Ah oui. T'as pas le choix, en fait. Ah non, pas du tout. Tu déroules. C'est dur, hein. Tu vois, tu déroules. Et j'ai toujours été comme ça. Et par contre, ça m'aide. Je dis pas je crache pas du tout dessus. Parce que quand j'ai envie d'avancer, j'avance. Hein. Ouais. Tu vois. Ah mais tant mieux. Mais faut trouver l'équilibre. D'accord. Et la personne Providence, celle qui t'a ouvert la porte là où personne d'autre ne l'aurait fait. Alors j'ai un de mes mentors. J'en ai deux pendant ma transition là. Oui. J'en ai deux. Les deux portent le même prénom d'ailleurs. C'est trop drôle. Des marques les deux. Qui en fait, tu vois, c'est des anges gardiens. D'accord. Littéralement. Tu vois, il y en a un qui va vachement me conseiller, mais de manière hyper juste, tu vois, me rassurer sur mes peurs, mais vraiment, tu vois. Et là où je suis en mode, mais je vais y arriver, j'ai peur, j'ai toujours peur. Ouais. Tu vois, encore une fois, j'ai l'air très... mais tant mieux, parce qu'au moins, ça réconcilie les gens. Voilà. Oser, ce n'est pas l'absence de peur. Mais j'ai hyper peur. Moi, j'ai toujours peur, je me pose 1000 questions. En revanche, je me dis, je sens que c'est juste pour moi, j'y vais. Même si j'ai peur. Okay. Et lui, il me rassure vachement dans ça. L'autre, c'est un sponsor, en fait.
il va entendre un truc, il va me dire ah j'ai dit ton nom, ils vont t'appeler, et effectivement cette personne m'appelle, il m'offre du business, il va m'aider à financer des choses, enfin vraiment, et je suis en mode mais genre je te donne quoi en retour, je sais pas. Oui. Et en fait ils me disent non rien, rien que quand tu me parles tu me challenges et je m'en rends pas compte, oui. Mais en fait je lui apporte des choses et je pensais ne rien lui apporter, tu vois. Justement, on va parler des liens, des connexions. Oui. Comment, aujourd'hui, tu as créé ta structure qui aide, qui accompagne en tout cas dans le... C'est toujours Gatéméry. C'est toujours Gatéméry, ouais, en fait, c'est Gatéméry que je prolonge. D'accord. En fait, je prolonge l'expérience du podcast. En gros, j'ai arrêté le podcast. Et en gros, là, je prolonge l'expérience du podcast. Je vais créer un cercle, enfin, je suis en train de le monter, un cercle où, en fait, c'est une communauté payante, oui. Où les gens veulent... Enfin, je vais prolonger l'expérience du podcast, où j'avais toujours invité des personnes, mais dans une communauté plus petite, oui. À partager. Donc, ça permet aux gens de poser des questions et pas seulement d'écouter. Oui. Et derrière, créer des événements et tout. Et ensuite, à côté, j'ai une formation sur le pouvoir des rencontres. Oui. Et ce cercle est l'application de la formation. D'accord. Tu apprends, oui. Et tu connectes. Dans ce sens-là, comment on fait pour créer du lien ? Tu sais, dans du networking, on en parlait un petit peu en off, on multiplie les rencontres, on échange des cartes de visite, mais ce n'est pas pour autant qu'après on connecte, on s'écrit ou on se parle, même si on se connecte même sur LinkedIn, c'est pas... Ouais, c'est pas une vraie connexion. Comment on fait pour créer du lien ? Avec les gens. Avec les gens. Bah, moi, je pense que la première chose, le premier écueil, je trouve, dans ce sujet de rencontre, c'est de ne pas clarifier qui on est, ce qu'on veut faire. Pour moi, c'est la base. Parce qu'en fait, si tu sais qui tu es et ce que tu veux faire, tu vas vite... Les personnes qui sont connectées à toi, tu vas être attiré par eux. D'accord. Tu vois ? Et pour moi, il y a vraiment un ciblage sur les valeurs. Tu vois, il y a des gens, tu sens leur vibe. Oui. D'autres, tu ne sens pas leur vibe. C'est vrai. Tu vois ? Mm-hmm. Par contre, quand tu t'as jamais posé de questions sur ta vibe toi-même, comment tu vas déceler la vibe de l'autre ? C'est vrai, quoi. Tu vois, enfin, c'est logique. Oui, c'est logique. Tu vois ? Et moi, je me souviens, quand j'étais en entreprise, au tout début, chez Canal, on me disait « Ah, il faut absolument que tu ailles voir cette dame, celle qui fait le plus de beau temps pour progresser dans ta carrière, etc. » Je suis en mode « Ok, why not ? C'est qui ?» On m'a montré la dame, j'ai dit « Non, j'y vais pas. » Non, mais en fait, elle me faisait peur. Et j'avais pas envie. Elle avait des vibes que j'aimais pas et je l'ai pas fait. Là, tu ne te reconnaissais pas. En pas. revanche, à côté, j'avais plein d'autres DG avec qui je m'entendais bien, etc. J'ai cliqué avec eux et je sais très bien que dans ma carrière, c'est eux qui m'ont poussée. C'est eux, à un moment donné, ils ont dit « Ah, mais elle est dynamique, celle-là, il faut la prendre, etc. » Moi, chez Canal, j'ai fait 4 postes en 7 ans. J'ai jamais repostulé. On est toujours venu me chercher. D'accord. Et donc, c'est ce truc-là de créer du lien au-delà aussi du business. Tu vois, parce que souvent, quand on aime bien ces trucs de rencontres, networking, business, etc. Donc, c'est très calculé, très opportuniste. Très, oui. Mais en fait, à la base, moi, je ne vais jamais voir des gens avec qui je ne pourrais pas être pote ou avec qui je ne pourrais pas avoir une conversation hors business. En fait, on s'en fout du business. Enfin, on s'en fout du business. C'est une conséquence. Mais tu vois, pour créer du lien, tu as besoin, tu vois, cette question qu'on se pose toujours, tu fais quoi dans la vie ? Oui. Boring, arrêtez ça. Moi, en tout cas, c'est un truc que je ne fais plus. Oui. Je demande toujours aux gens qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie. Et ils sont déstabilisés. Comment ça, ce que j'aime faire j'aime penser. Et du coup, la conversation tourne sur une autre sphère. Oui. Et en fait, ils vont dire, ah bah moi, j'aime faire du tricot. Moi, j'aime faire je sais pas, j'en sais rien. En fait, tu t'intéresses aux gens. Vraiment. Et c'est pour ça que tu peux pas faire du vrai réseau avec des gens, tu sens pas la vibe parce que tu t'intéresses pas à eux. En fait. Oui, c'est vrai. Et en fait, le premier critère, c'est tu sens les gens ou pas. Tu y vas et il faut vraiment que tu sois vraiment intéressé par la personne. Wow. C'est comme, tu sais, ça me fait penser à une analogie que je dis souvent. Quand tu lances ton business, tout le monde n'est pas ton client. Ouais. Quand tu crées ton réseau, tout le monde ne doit pas être dans ton réseau. Mais tu peux pas, en fait. Et c'est ça qui fait que les gens disent « Ah, j'ai pas le temps de faire mon réseau. » En fait, t'as pas besoin de temps pour faire ton réseau. Juste cible les bonnes personnes. Les gens avec qui tu peux t'entendre, avec qui tu peux prendre un café, avec qui tu peux discuter. Exactement. Parce que c'est finalement ça, le réseau. Et c'est rien d'extraordinaire. C'est juste après des gens dans ton réseau qui peuvent, à un moment ou à un autre, faire la différence dans leur parcours. Mais c'est d'abord des gens que tu pourrais apprécier, avec qui tu pourrais aller prendre un verre. Mais après, le sujet, en tout cas, moi, je parle du pouvoir des rencontres, mais en réalité, le cœur de la formation qu'a la valeur, c'est qui je suis. Connaître ses valeurs cardinales, c'est très dur ça. Qui je suis et clarifier mes objectifs. D'accord. Franchement, on est beaucoup, on ne s'en rend pas compte, à vouloir faire du réseau dans je sais pas, à l'aveuglette, tu vois. Oui.
Ah, lui, il est cool, il a un bon titre, il faut que ce soit dans mon réseau. Oui, mais ok, so what? Oui. Concrètement, tu vas lui demander quoi? Concrètement, quand vous prenez un café, à la fin, quel est ton call to action? Tu vois? Et c'est ça, en fait. Une fois que tu as ça, le reste, c'est des codes. Tu apprends, ok, écrire un message, c'est voilà, on va te faire des templates de messages, il n'y a pas de problème, etc. Après, c'est du run. Mais le départ, point de départ, et surtout, il y a tout un sujet de déconstruire des croyances sur ça. Parce que, tu vois, pareil, le réseau, c'est fait pour les extravertis. On pense que, ok, mais qu'est-ce que j'ai à offrir? Ok, mais c'est hyper opportuniste, superficiel, du coup, moi, j'ose pas, je vais déranger. Tout ça aussi, c'est déconstruire tout ça pour montrer, en fait, quelle est la valeur que j'apporte. En tout cas, c'est ce que tu nous apprends dans, dans ta formation. On arrive quasiment à la fin. J'ai trois dernières questions. Aujourd'hui, comment tu fais pour gérer la pression? Dans ton parcours, je ne sais pas si avant, tu voulais réussir pour prouver quelque chose aux gens, aux yeux des gens. Aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive encore des moments d'avoir peut-être ce type de pensée, et comment tu gères cette pression-là? Ah oui, tout à fait. Moi, je suis encore en construction, hein, je le dis. Oui, je pense qu'il y a toujours ce truc de... justement, de revenir à notre personnalité. Parce que si je m'en tiens qu'à Langer, que moi, je connais, bah, je vais me dire, allez hop, là, on a fait ça, je ne prends même pas le temps d'apprécier. Tu vois, le signe, je suis rentrée de vacances, j'avais oublié que j'avais écrit un livre. Te dire, quand même. J'ai saigné pour le livre. Tu vois. J'ai pris du temps, j'ai pris 4 mois pour l'écrire. Je suis rentrée, j'étais en mode, ouais, bon, next. Et je t'en mode, attends, pause. En fait, tu me fais, mais tu fais la promo de ton livre, pas? Ah oui, putain, j'ai oublié. Tu vois, mais pour te dire, le côté... Non, mais le côté run, tu vois, c'est ça. Et en fait, je suis encore quand même dans ça. Et justement, c'est là où il faut créer des garde-fous, avoir un accompagnement, j'ai ma psy qui m'aide. Et moi, j'ai de la chance d'avoir un corps qui me parle. Tu vois, dès que je suis en désalignement, j'ai de l'eczéma qui sort. D'accord. Du coup, j'ai de la chance par rapport à ça. D'autres n'ont pas, donc tu peux avancer comme ça et péter une durite à un moment donné, tu vois. Et en fait, moi, mes garde-fous, c'est aussi faire des temps de pause. Tu vois, de me dire, en fait, là, tu travailles pas, tu fais rien. Tu arrives à il y a un moment de déconnexion véritable chez toi. Il faut ça. Et en fait, c'est comme ça que je pense que c'est comme ça que j'ai toujours tenu sans m'en rendre compte. Mais en fait, c'est que je suis pas une workaholic de base. C'est que je me suis créé ça. En vrai, je suis pas ça de base. Moi, ma vie, en vrai, c'est chill et Netflix. Ah, mais non, j'aime pas la télé. Je regarde pas. Chill. Mais en vrai, moi, mon rêve, tu vois, comme, je sais pas, comme on me dit, c'est quoi ton but dans la vie? Mon but dans ma vie, c'est d'avoir ma maison, mon potager, mes lectures, écrire des poèmes. En vrai de vrai. Wow. La vie rêvée, quoi. Mais je sens quelque chose de très paisible. Mais pour arriver à ça, il faut de l'argent. Du coup, on va chercher l'argent. Oui, mais en vrai... En fait, tu cherches l'argent pour pouvoir avoir la vie rêvée. Mais mon goal, c'est ça. Mon goal, c'est juste écrire des poèmes et kiffer ma vie. Et si tu devais dire quelque chose à Langer qui parcourait il y a quelques années là, l'Afrique, les pays, et qui, voilà, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Langer-là aujourd'hui, quand tu la regardes? Franchement, ce que je lui dirais, c'est kiffe quand même. Parce que j'ai kiffé, par contre. D'accord. Tu vois, j'ai kiffé. Les voyages, ça me quitte pas. Mais je dirais, sois plus consciente de toi. Écoute-toi plus. D'accord. Je pense que c'est plus ça. Parce que j'ai kiffé, j'ai beaucoup été exposée, etc. Mais écoute-toi. D'accord. Tu as vraiment ce truc d'introspection, la petite voix, que je pense que je l'écoutais, mais que je ne savais même pas qu'elle existait, la petite voix. Oui. Maintenant, parfois, je l'oublie. Je me dis, oh là là, reviens, elle me parle, tu vois. Mais c'est écoute-toi. D'accord. Et à ceux qui écoutent et qui ont certainement... qui sont également dans une espèce de quête de sens ou qui ont une expérience de burn-out, tu leur dis quoi? Franchement, en réalité, ne restez pas isolés. Parce que c'est... et moi, je dis toujours, allez voir les autres pour vous ouvrir des perspectives. Parce que souvent, on se dit, justement, je suis en perte de sens, du coup, qu'est-ce que je vais dire aux autres? Justement, dites-leur que vous êtes perdu. En fait, c'est une raison valable pour rencontrer les gens. Ça rejoint un peu si tu connais pas, demande, si tu es perdu, parle et va voir les gens, pose-toi des questions, pose des questions à ton entourage, demande-leur si tu avais un super pouvoir, ça serait lequel. Et eux parce qu'eux, ils nous décèlent mieux qu'on se décèle nous-mêmes. Et parce que l'éducation française, française, parce qu'elle est francophone, on ne nous apprend pas à nous connaître. On ne nous apprend pas à nous connaître. On nous apprend juste à cocher des cases, à avancer, à se conformer. Mais du coup, essayez vraiment d'être dans une curiosité permanente sur soi-même et sur les autres. Moi, je pense que c'est la clé. Quel est ton plus grand rêve, Langer, aujourd'hui?
Non plus en rêve. Oui. Franchement, on l'a dit. Hein? C'est peut-être qu'on l'a dit, là. La maison et tout. Oui. Oui, ça, c'est un rêve perso, mais mon rêve plus sociétal, tu vois. Moi, j'adore connecter les gens, vraiment. D'accord. Connecter des mondes divers. Oui. Créer, tu vois... non, je crois que c'est jamais vu un de mes événements, mais je fais des événements où je connecte deux personnalités hyper différentes. Ouais. Le premier, je l'avais fait avec Clara Guémard. Je ne sais pas si tu connais, c'est l'ancienne directrice de Général Electric, femme, catho, bourgeoise, 9 enfants, voilà. Et en face, j'avais mis le directeur de Bouscapé, qui s'appelle Amadouba, qui est un média rap, urbain, effectivement, choc des cultures. Voilà. Et en fait, c'était génial, parce qu'en fait, on a parlé de famille, d'amour, d'ambition. Ah, mais la prochaine fois, tu m'invites à ton événement. Parce que là, ça a l'air, ça promet. En plus, j'en ai un prochain, là, le 5 décembre. Avec plaisir, je viens. Et du coup, tu vois, c'est ça, moi, qui m'intéresse, parce que je navigue entre ces mondes-là. Ouais. Et en fait, j'ai jamais eu cette connexion, on revient au début, de connecter. Moi, c'est mon... Mais je ne sais pas d'où ça vient, je continue à creuser. Il faut que tu creuses pour partager ça. Mais tu vois, c'est vraiment ce truc de ne pas créer des silos, de ne pas créer ce truc de on est de cette communauté, donc on reste entre nous. Non, en fait, mixons. Et en fait, c'est de là que naît vraiment la richesse et de la valeur ajoutée, en fait. Wow. Ça, j'y crois vachement. Et si tu devais dire le mot de la fin? Si je voulais me poser des questions, mais Arnaud va nous tuer si on... Arnaud, elle peut me poser des questions? Ouais, moi j'ai envie de te poser une question sur justement quelle est ta définition de l'échec, et après quelle est ta définition de la réussite? Ma définition de l'échec, échouer, c'est une étape nécessaire, tout simplement. C'est une étape, c'est un escalier. Il y a des escaliers. Je pense que pour moi, je vois la vie, en fait, ma vie personnelle, comme il y a une finalité et il y a des étapes. Et aujourd'hui... Et cette finalité-là, c'est ta réussite? Et c'est là où tu vas me parler et je vais faire la notion de succès, de réussite. Et je pense que les deux se mélangent. Dans cette finalité-là. Il y a à la fois la notion de succès et la notion de réussite. Mais moi, je veux ta notion de réussite. Ma définition de la réussite, au fond, en vrai, ça n'a strictement rien de matériel, c'est juste être heureuse. Mais ça veut dire quoi, être heureuse pour toi? C'est faire ce que j'aime. C'est dire ce que je fais et faire ce que je pense. Ah, c'est bon. Et en fait, c'est en gros être libre. Franchement, tant que je ferai les choses comme moi, je le pense, et avec ma conviction, ça veut dire que j'ai réussi. C'est beau. En fait, ça me fait penser, tu vois, parce que ce que j'ai concilié mes deux personnalités, moi, ma définition de la réussite, c'est être authentiquement soi. Oui. Ouais, finalement, c'est assez voisin. Ouais, c'est authentiquement soi. Voilà. Et ça passe par plein de choses. Écoute, tu as une autre question ou c'est bon? Non, moi, c'est bon. C'est bon. Ouais, j'espère que tu es contente. Écoute, je suis très contente. En tout cas, moi aussi, j'ai appris plein de trucs et tu as plein d'astuces. J'espère que les gens qui ont écouté ont autant pris de plaisir que moi, en tout cas, à t'écouter. Yeah. Si tu devais dire, pour quelle raison on écouterait cet épisode de We Talk avec toi, Nguersar? Pour quelle raison on écouterait ça? Allez, dis un truc. Oula, allez, vas-y. Autopromotion. Oui, autopromotion. Venez juste pour une discussion authentique, simple et sincère, quoi. Oui. Enfin, c'est très dur de venez m'écouter parce qu'en fait, je suis géniale. Pas du tout. Entre autres, quand même. Non, pas du tout. Non, vraiment, enfin... Ouais, pour juste... Je pense que c'est important, parfois, de se décentrer de soi et de regarder les choses de manière un peu objective, tu vois. Et de ne pas être dans le côté trop émotionnel. Moi, je l'ai beaucoup été, hein. Je ne dis pas que je ne l'ai pas été. Mais juste de faire un pas de côté et de se dire, OK, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? En quoi je suis responsable? Et qu'est-ce que j'emmène avec moi? Wow. Tu vois. Ouais. Et je pense que c'est nécessaire de faire ça. C'est même important. Ouais. Voilà. Écoute, je te remercie, Nguer. Je t'en prie, avec joie. Vraiment, voilà, c'était un beau moment, un bel échange. Et donc, vous aussi, j'espère que vous avez apprécié autant que moi. Donc, cet épisode est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube pour la version filmée. Et bien sûr, venez faire vos commentaires, etc. sur Instagram, sur LinkedIn. Dites-nous à quel point cet épisode vous a inspiré. À très vite, prenez soin de vous et de votre santé mentale. Bye bye.